Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. Le M23 a annoncé son retrait de Walikale en République démocratique du Congo, une localité située dans le nord Kivu. Le groupe armé invoque un engagement à favoriser les initiatives de paix dans la région. L'ambassadeur sud-africain aux États-Unis, accueilli par des centaines de personnes à son arrivée au Cap, lui qui a été expulsé de Washington après avoir qualifié la politique américaine de suprémaciste. Ebrahim Rassoul assure n'avoir aucun regret quant à ses propos. Et puis en fin de journal, nous irons du côté d'Abidjan. À une semaine de l'Aïd, vous découvrirez l'effervescence autour du bazin, ce tissu utilisé pour créer des tenues élégantes. Reportage à suivre dans cette édition. Favoriser un climat propice au dialogue, c'est l'argument avancé par le M23 pour se retirer de Walikale en République démocratique du Congo. Le groupe armé a occupé cette localité depuis plusieurs jours. Les affrontements ont cessé. L'armée congolaise annonce prendre acte de la décision du M23. On écoute les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. Le calme semble de retour à Walikale selon les habitants que nous avons contactés. Une accalmie alors que ces 2 derniers jours, la cité a été le théâtre d'affrontements. Les avions de chasse des forces congolaises ont frappé la zone. C'est dans ce contexte que le groupe armé a annoncé dans un communiqué repositionner ses forces hors de Walikale et ses environs. Un retrait fait pour, affirme l'AFC M23, favoriser des conditions propices au dialogue. Alors le porte-parole de l'armée congolaise a dit prendre acte de ce retrait. L'armée s'est aussi engagée à s'abstenir de mener toute action offensive afin d'encourager la désescalade. Alors les 2 parties semblent donc s'accorder sur la nécessité de privilégier les processus de paix. Au cours d'un rendez-vous avec les journalistes hier à Kinshasa, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a confirmé que Kinshasa est disposée à discuter avec le M23. Le 18 mars, une délégation avait même été envoyée à Luanda pour entamer des négociations directes, mais le groupe armé avait annulé sa venue en dernière minute. Aujourd'hui, certaines sources sécuritaires s'interrogent sur cette annonce de retrait de la FCM 23 de Walikale et soupçonnent une stratégie pour gagner du temps avant de nouvelles tentatives de progression dans l'est du pays. Au Soudan, des pourparlers de paix sont loin d'être à l'étude. Tout à l'heure, les forces de soutien rapide ont bombardé Omdurman, ville jumelle de Khartoum. 3 personnes ont été tuées, parmi lesquelles 2 enfants, selon une source médicale. Ces bombardements surviennent alors que l'armée soudanaise a repris le contrôle du palais présidentiel et de plusieurs ministères il y a 2 jours. Depuis 2 ans, cette guerre civile a fait des milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes. De nombreux Soudanais, plus de 750 000, sont partis se réfugier au Tchad, devenu une terre d'accueil il y a une vingtaine d'années. Sauf que l'aide humanitaire s'amenuise de jour en jour. Regardez ce reportage de notre correspondant au Tchad, Harold Girard. Comme Adam Moussa Ali, les réfugiés soudanais du camp de Farchana sont au Tchad depuis plus de 15 ans, un camp qui est devenu un village. Je suis ici depuis 2006, dans ce camp. Au début, il n'y avait rien, pas de soudure, pas de matériaux, même pas d'électricité. J'étais obligé de louer un groupe électrogène pour commencer ce travail et faciliter la vie des habitants. À l'époque, quand quelque chose cassait, les gens devaient l'envoyer en réparation à Adré. Ici, la plupart des ONG sont peu visibles mais bien présentes. Farchana vit sous perfusion de l'État tchadien et des Nations Unies. Un soutien qui s'amenuise alors que la conjoncture internationale est de plus en plus difficile et que la nouvelle guerre qui ravage le Soudan depuis 2023 a provoqué l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés supplémentaires. Il y avait davantage d'aide humanitaire ici avant, mais on voit le nombre de crises à travers le Soudan et le monde aujourd'hui. Les organisations ne peuvent plus en faire autant qu'avant. La pression ne cesse de s'accroître sur ce seul point d'entrée au Tchad pour les Soudanais fuyant la guerre. Plusieurs dizaines de personnes arrivent chaque jour et demandent une assistance humanitaire. Tout ce qu'on me donne, au point où j'en suis, je le prendrai. Je souhaiterais intégrer le camp et obtenir la carte de réfugié. Si je peux avoir de l'argent ou alors de la nourriture, j'accepterai. Plus de 800 000 Soudanais se sont réfugiés au Tchad en moins de 2 ans, mettant à rude épreuve les capacités d'accueil du pays. Les capacités des infrastructures d'accueil ont été initialement conçues pour un certain nombre de bénéficiaires pour une durée limitée. Et donc avec les nouveaux réfugiés, il y a saturation
de ces installations. 2 ans après le début de la guerre au Soudan, les alertes se multiplient pour mobiliser le financement nécessaire pour faire face à l'une des plus graves crises humanitaires au monde. Il avait qualifié la politique américaine de suprémaciste, ce qui lui a valu d'être expulsé des États-Unis. L'ambassadeur sud-africain à Washington a atterri tout à l'heure au Cap. Ebrahim Rassoul a été accueilli à l'aéroport par des centaines de personnes. Il affirme n'avoir aucun regret. Le récit de Clémence Valère. Un accueil en fanfare pour l'ambassadeur Ebrahim Rassoul. S'adressant au public, il a déclaré n'avoir aucun regret concernant les circonstances de son expulsion des États-Unis. Il a aussi appelé à revoir les relations entre Pretoria et Washington. Nous devons reconstruire et réinitialiser la relation avec l'Amérique. Parce que notre relation avec les États-Unis depuis 50 ans n'a pas toujours été avec la Maison-Blanche. Elle a parfois été avec le Congrès et elle a toujours été avec le peuple des États-Unis d'Amérique. La semaine dernière, les États-Unis ont ordonné l'expulsion d'Ebrahim Rassoul suite à des commentaires faits lors d'un séminaire en ligne. L'ambassadeur avait critiqué l'administration Trump. Je pense que ce que Donald Trump est en train de lancer, c'est un assaut contre le pouvoir en place, ceux qui sont au pouvoir, en mobilisant un sentiment de supériorité face à eux. L'assaut suprémaciste est une réponse non seulement à un instinct suprémaciste, mais aussi à des données très claires qui montrent des changements démographiques importants aux États-Unis. La réponse de Washington ne s'est pas fait attendre. L'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis n'est plus le bienvenu dans notre grand pays. Ebrahim Rassoul est un politicien raciste qui déteste les États-Unis et le président. Nous n'avons rien à lui dire et il est donc considéré comme persona non grata. L'expulsion d'Ebrahim Rassoul est le dernier exemple en date de la dégradation des relations entre les deux pays. En février, Donald Trump avait annoncé couper les aides américaines à Pretoria, accusant le gouvernement de vouloir exproprier les fermiers blancs par le biais d'une loi, selon lui, discriminatoire. Il a également critiqué l'Afrique du Sud pour avoir déposé une plainte contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice. On part maintenant en Guinée, à Conakry plus précisément, où les problèmes judiciaires de Cellou Dalein Diallo font beaucoup réagir. La principale figure de l'opposition va être inculpée, poursuivie pour des faits de corruption, de détournement de deniers publics ou encore de blanchiment de capitaux. Pour ces militants, tout cela n'est qu'une manœuvre politique du pouvoir pour l'écarter des prochaines élections. Les détails avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Selon le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, plusieurs convocations émises contre Cellou Dalein Diallo sont restées sans suite. La Cour envisage désormais un mandat d'arrêt contre le leader de l'opposition. Cellou Dalein Diallo est accusé d'avoir bradé la compagnie nationale aérienne Air Guinée, vendue à l'homme d'affaires guinéen Mamadou Sylla alors qu'il était ministre des Transports sous le régime de Lansana Conté. En exil depuis 3 ans, Cellou a toujours rejeté les accusations qui pèsent contre lui. Si ces militants dénoncent une cabale politico-judiciaire, ceux du régime militaire estiment que le dossier est purement judiciaire. Comme on veut chercher des poux sur un crâne rasé, voilà pourquoi on veut coûte que coûte en découdre avec lui. C'est justice politisée, justice instrumentalisée uniquement pour salir le président Cellou Dalein et pouvoir l'écarter des futures élections présidentielles. Si Cellou Dalein estime qu'il ne se reproche de rien, la justice a besoin qu'il vienne s'expliquer une inculpation. La justice estime aujourd'hui qu'il y a des faits qui lui sont reprochés. Il est libre de venir se défendre. C'est autant élémentaire. Selon la Cour de répression des infractions économiques et financières, les juges ont entrepris des démarches auprès des autorités sénégalaises où l'opposant serait en exil afin de procéder à l'inculpation de Cellou Dalein Diallo. On part maintenant au Sénégal où les supporters des Lions de la Teranga s'inquiètent. Hier, les Sénégalais affrontaient le Soudan à Benghazi en Libye en marge de la 5e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Et encore une fois, ils n'ont pas réussi à s'imposer. La rencontre s'est terminée par un match nul 0-0. L'équipe de Sadio Mané se classe en 3e position du groupe B derrière le Soudan et la République démocratique du Congo. Prochain match ce mardi face au Togo. On va écouter les réactions de quelques Sénégalais à Dakar au micro de notre correspondant Eliman Daou. On voulait gagner vraiment, mais c'est Dieu quoi.
Donc, on voudrait gagner vraiment. On va prendre le premier cette poule. Mais c'est dommage. Inch'Allah, peut-être, on va qualifier peut-être. Oui, mais le match, ça manque. Ça manque bien. Pour la qualification, ouais, je suis un peu optimiste car il y a certains détails qu'on doit régler et qu'il redouble d'efforts car mardi, on a un match très important avec le Togo et qu'on doit se donner corps et âme pour le gagner. À une semaine de l'Aïd, l'effervescence est à son comble à Abidjan, sur les étals, mais aussi dans les ateliers de couture. Le basin, tissu populaire en Côte d'Ivoire, utilisé pour fabriquer des tenues élégantes, est pris d'assaut dans les boutiques. Regardez ce reportage de nos correspondants Makamara et Damien Kofi. À quelques jours de l'Aïd, les couturiers d'Abidjan sont sous pression. Ici, pas de fête sans tenue d'apparat. Et s'il y a bien un tissu qui met tout le monde d'accord, c'est bien le basin à Trècheville, au cœur de l'artisanat ivoirien. Dans ces ateliers, les machines à coudre ne s'arrêtent plus de jour comme de nuit. Les commandes s'enchaînent. Actuellement, à la fin de Ramadan, les gens demandent beaucoup de basins, de vestimentaires basins, les costumes africains qu'on porte pour aller à la mosquée. Souvent des hommes comme femmes, mais souvent les gens viennent en famille. Il y a beaucoup de pression ici en Côte d'Ivoire parce que chacun veut avoir son habit avant Zouzi. Les gens vont avoir des habits 2 jours ou 3 jours avant parce que les gens ne sont pas à Abidjan. Les gens viennent travailler à Abidjan mais sont à l'intérieur. Ils veulent prendre les habits pour aller fêter à l'intérieur. Donc avec tout ça, là, ça risque de rester à l'atelier. Souvent on veille jusqu'à 3h, 4h pour aller à la maison, à une équipe soudée. C'est devenu une question de coutume aussi. Parce que les fêtes de Ramadan, qui dit basin, qui dit Ramadan, qui dit tabaski, qui dit fête dit basin en fait. Il n'y a pas mieux parce que ça brille, c'est coloré, c'est joli, franchement ça fait habiller. Le basin, c'est une histoire de prestige ici à Abidjan. Dans les boutiques de tissus, c'est aussi l'effervescence. Les rouleaux de basin disparaissent à vue d'œil et pour attirer les clients, les promotions pleuvent. Tu fais un complet, tu as un complet cadeau. Tu fais un complet, tu as un complet cadeau. Promo Ramadan. Bon, moi, en tout cas, les basins qu'on faisait à 10 000, ça vaut 4 ans depuis, je crois que 2021. Donc, chaque année, Tabaski et Carême, j'ai fait ça 5 000, au lieu que 10 000. Donc, j'ai fait une remise de 50%. Donc, chaque année. Donc, je crois que ça sort très bien, même dans tous mes magasins. Derniers ajustements, dernière livraison. Plus que quelques jours avant l'Aïd, pour les couturiers, une seule priorité, que chaque client reparte avec la tenue parfaite. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24. L'Arménie fait face à une crise démographique majeure. Pertes liées à la guerre, infertilité, le gouvernement veut repeupler le pays. Si on ne fait pas 3 ou 4 enfants par famille, notre nation ne sera pas capable de se perpétuer. Alors la nation disparaîtra d'elle-même de la surface de la Terre. Aide à la fertilité, fécondation in vitro jusqu'à 53 ans, mère porteuse, tout est mis en œuvre. Avec ce nouveau bébé, quelque chose va changer. On va pouvoir assurer notre descendance. Donner la vie pour faire son deuil, quel qu'en soit le coût. S'il y avait la guerre, je l'enverrai, oui. Arène ira détruire l'ennemi s'il le faut et venger son frère. Reporter, à voir sur France 24 et france24.com. Je suis Bastien Renouille, correspondant de France 24 à Nairobi. Je couvre l'actualité de l'Afrique de l'Est. Retrouvez-moi dans le Journal de l'Afrique et dans les autres éditions des journaux de France 24. Bastien Renouille, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde.